Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les aventures de la vérité, peinture et philosophie aux éditions Grasset Fondation MAG. Ces aventures ont commencé avec une demande du directeur de la Fondation MAG qui vous a confié la grande exposition de l'été prochain à la Fondation avec un thème central, philosophie et peinture, et une approche, celle qui consiste à mêler l'art ancien et l'art contemporain. Vous aviez publié dans le temps deux livres sur l'art, l'un sur Piero della Francesca et l'autre sur Mondrian. C'était déjà à l'époque l'ancien et le moderne. Oui, parce que je crois que c'est pareil. Je crois que l'histoire de l'art ça n'est pas l'histoire des hommes, c'est une histoire à part entière où les œuvres apparemment distantes sont souvent contemporaines, où vous avez des surprises absolues, une œuvre du XVe siècle qui ressemble à une œuvre de Pierre Klossowski au XXe siècle, qui raconte la même histoire, qui retrouve les mêmes motifs. C'est une des grandes surprises qu'on a quand on traverse comme ça l'histoire de l'art, c'est ces espèces de contemporanéité, de collision entre l'ancien, le moderne et le contemporain. Et ça, dans ce livre, c'est systématiquement joué. Alors le livre n'est pas tout à fait le catalogue de l'exposition, c'est l'échange de lettres avec Olivier Quéplin, c'est le journal que vous avez tenu pendant la préparation de l'exposition, le making-of d'une certaine manière, et puis des textes sur les toiles que vous avez choisies. Je vous avoue que ce sont ces derniers textes que je préfère parce que vous retrouvez précisément le style et l'inspiration de ces deux livres dont nous parlions il y a un instant. Merci. Oui. Enfin, je ne sais pas moi ce que je préfère, mais en tout cas, ce livre c'est comme un roman, c'est comme un film, c'est comme un film. Voilà, ça raconte une histoire, ça commence à un début, ça a une fin, il y a des coups de théâtre, il y a des retournements. Et chacune des séquences du film, c'est une œuvre, et à chacune de ces œuvres correspond un texte de moi, un texte que j'ai écrit, un texte de littérature, oui, un texte de philo ou de littérature, et tout ça raconte, et je crois que c'est la première fois, ce livre, c'est une histoire de la philo et une histoire de la peinture. C'est les deux, la gageure, le projet un peu fou. Vous savez, il y a quelqu'un à la Biennale de Venise qui a été couronné pour avoir raconté l'histoire du commencement du monde en 13 minutes. Moi, je raconte en 400 pages l'histoire de la philosophie et l'histoire de l'art croisée. Alors, c'est une promenade à travers l'étoile que vous aimez, l'étoile que vous avez choisie et qui constitue un peu votre panthéon personnel. Et pour tous ceux qui aiment l'art, c'est un vrai plaisir de vous suivre. Mais vous intitulez ce livre Les aventures de la vérité. Est-ce que, on a envie de vous poser la question, est-ce que la beauté a quelque chose à voir avec la vérité? Vous savez que dans la tradition juive, la beauté est dite vaine. Vaine est la beauté et la grâce, précisément parce qu'elle est éphémère. Est-ce que la beauté, elle est éphémère contrairement à la vérité? Eh ben, c'est la première phrase du livre, c'est une phrase de juif, c'est-à-dire l'affaire de l'art n'est pas l'affaire de la beauté, mais l'affaire de la vérité. C'est ce que je pense au plus profond de moi-même et au plus profond de ce livre. La beauté est là, mais elle vient de surcroît. Elle est comme un supplément. Mais ce qui est au cœur de l'histoire, c'est en effet la recherche du vrai. Pourquoi ça s'appelle les aventures? Parce que c'est une histoire... j'ose pas dire une histoire messianique, mais enfin la conception de la vérité qui est à l'œuvre dans ce livre, c'est la conception messianique. En gros, ce livre, il dit quoi? Il dit qu'il y a trois manières de voir la vérité. Il y a trois façons. Il y a la manière grecque, Platon, c'est-à-dire il y a une vérité une, immuable et éternelle, et chance à celui qui arrive à être face à face avec elle, il a gagné le gros lot. Conception platonicienne, terrible, parce que matrice de toutes les dictatures, parce que celui qui a l'accès à la vérité, en effet, il a un pouvoir sur les autres hommes absolument discrétionnaire. Il y a la conception allemande, qui est la conception de Nietzsche, qui dit autant de vérité que de sujets, autant de vérité que d'hommes, perspectivisme, à chacun sa vérité, conception terrible aussi,
parce que dans la philosophie nietzschéenne, toutes les vérités se valent. La vérité du bon et du méchant, la vérité du bourreau et de sa victime, et ainsi de suite. Et puis il y a une troisième conception de la vérité, qui reprend d'une certaine manière de l'idée grecque, l'idée que la vérité est une, mais qui d'une certaine façon qui comme la conception nietzschéenne, pense que cette vérité une, elle ne se manifeste jamais, qu'elle est fractionnée, fracturée, qu'elle est en éclats, que c'est des éclats de vérité. C'est la conception messianique. Il y a une vérité, mais c'est un horizon. Cet horizon, il faut tout faire pour le rejoindre, mais il s'éloigne à mesure qu'on s'en approche. Il est l'objet d'une quête inlassable. Vous retrouvez là des thèmes extrêmement familiers à ceux qui nous écoutent, qui sont ceux en particulier de la philosophie de Lévinas, mais aussi de Mesdames Ozeg, mais aussi d'une foule de grands penseurs juifs. Donc ce livre, il se déploie entre ces trois idées. L'idée platonicienne de la vérité une et donnée une fois pour toutes, l'idée nietzschéenne de la vérité qui n'existe pas et qui est fractionnée en autant de sujets qui ont chacun leur vérité, et l'idée juive, qui est pour moi l'idée à laquelle j'adhère, et qui est celle d'une vérité une, mais hors d'atteinte. Et en tout cas, vous battez en brèche, et là on ne peut que vous suivre, l'idée que le judaïsme aurait tourné le dos à l'art. Vous montrez que c'est un refus de l'image idole, de l'image idolâtrée, mais que l'art, au contraire, est célébré dans le judaïsme, dans la Bible, à travers la figure de Betzalel, qui est littéralement à l'ombre de Dieu, qui agit sous l'inspiration de Dieu. L'art a quelque chose d'inspiré dans la Bible. On ne peut que me suivre, oui. Encore que c'est pas si souvent dit. C'est pas si souvent dit. C'est un gros morceau du livre, en effet, où je démontre, en revenant au texte, à un commentaire de Rachi, à un midrash, etc. En effet, je taille en pièces cette idée sotte et qui est génératrice, qui est un des foyers de l'anti-judaïsme millénaire, du judaïsme ennemi de l'art, et au fond cette confusion entre l'icône et l'idole. Voilà. Qu'il y ait bien sûr une haine de l'idolâtrie, c'est le judaïsme même, c'est le cœur même de la pensée juive. La principale des idoles étant d'ailleurs la nature. Pour moi, je pense cela depuis le Testament de Dieu, après Lévinas, après Rosenzweig, etc. Mais qu'il y ait dans le judaïsme une méfiance vis-à-vis de l'icône, de l'image, etc., ça, c'est faux. C'est une calomnie anti-judaïque. Et je pense même, c'est pas pour jouer les paradoxes du paradoxe, mais je pense même que l'embarras vis-à-vis de l'image, il est peut-être plus grand, ou en tout cas pas moins grand, dans le christianisme, en particulier dans le catholicisme, que dans le judaïsme. Donc le judaïsme, il en a à quoi ? Il en a à la bêtise, il en a à la méfiance vis-à-vis de l'intelligence des hommes, il en a à cette dame qui vient chez le marchand d'idoles, père d'Abraham, apporter de la farine pour nourrir les idoles. Le judaïsme en a à ça. Il en a à la bêtise des hommes qui croient que les idoles sont des êtres dotés d'une âme, et qui de ce fait se diminuent eux-mêmes et éteignent l'étincelle de grâce qu'ils ont en eux et qui fait leur humanité. Mais jamais à l'icône, jamais à l'image et jamais à l'art. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que les Juifs en ont eu la possibilité dans leur histoire, ils ont produit des très grands artistes jusque aujourd'hui avec un éclat que vous savez, puisque la grande peinture moderne et contemporaine, les sources principales, notamment aux États-Unis, sont des sources juives. Et on va y venir, mais est-ce que vous diriez qu'il y a du religieux dans l'art ? Est-ce que dans le fait de peindre ou dans le fait d'aller voir des toiles dans une exposition, ça peut être un geste de nature religieuse ? Il y a deux choses. L'art, c'est de l'érotisme et de la religion. De l'érotisme et de la religion, c'est les deux. De l'érotisme, regardez cette histoire que je raconte dans le livre sur la naissance de la peinture. La manière dont les anciens, pas Platon, Platon c'est l'ennemi des arts, à jamais. C'est l'ennemi des arts, il hait les artistes et les artistes doivent haïr Platon. Mais il y a un autre penseur ancien qui est Pline l'Ancien,
et qui raconte la naissance de la peinture d'une manière très belle et qui va être reprise par des tas de peintres, y compris contemporains. Il dit que la peinture est née un jour où une jolie jeune femme qui venait de passer une nuit délicieuse avec son aimé le voit au petit matin s'en aller, revêtir sa cuirasse et son aume pour repartir à la guerre. Et comme elle est triste de le quitter, elle le retient, comme font les amantes parfois au petit matin. Et comme il va vraiment partir, elle prend un charbon de bois qui a refroidi pendant la nuit, et sa dernière ombre, au moment où il s'en va, dans la lumière du matin, elle la trace sur le mur de sa chambre. Elle garde avec son morceau de charbon de bois les contours de l'aimé sur les murs de sa chambre. Et Pline l'Ancien dit, ça c'est la naissance de la peinture. Donc la peinture, elle naît par une femme, et elle naît dans l'éros, sous le signe d'éros. Et puis, évidemment que c'est une affaire de religion. Oui, en tout cas, c'est une affaire de bon sacré ou de sainteté. Et je dirais même d'ailleurs que c'est ça qu'a pensé quelqu'un comme Rothko. Rothko concevait ses toiles comme des temples, comme des sortes de temples profanes où la sainteté venait se présenter, venait s'offrir. Et beaucoup d'autres artistes juifs américains de peintre la même métaphysique époque. par excellence, Rothko, avec cette espèce de halo qui est toujours au-dessus de Peintre la toile. métaphysique et peintre religieux. Rothko, que ses camarades new-yorkais, les Klein et les autres, appelaient rabbin. Il disait c'est le dernier rabbin de l'art occidental. Rothko était une sorte de rabbin profane. Il peignait comme un rabbin. Ça aussi, je le rappelle et je le montre dans mon commentaire du tableau de Rothko. Il y a une dimension rabbinique dans la peinture de Marc Rothko. Alors, vous avez fait le tour des grands musées pour faire votre choix et entre autres, vous allez au musée de Jérusalem, ce très beau musée qui vient d'être rénové, celui de Tel Aviv. Qu'est-ce qui vous attire dans ces musées, dans ces deux musées qui sont par ailleurs très éloignés l'un de l'autre ? Écoutez, ce qui m'attire d'abord, c'est qu'ils sont parmi les plus beaux musées du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Parce que des grands conservateurs, notamment une femme dont les auditeurs trouveront le portrait dans le livre, qui s'appelle Madame Suzanne Landau, qui a dirigé l'un puis l'autre, et qui est une des plus grandes conservatrices du monde, notamment aussi à cause des donations. Il y a des juifs qui, dans le monde entier, ont constitué des collections admirables et qui, le soir venu, ils font don à ces deux musées-là plutôt qu'à un musée d'un quelconque pays européen de leur collection. Donc il y a des salles entières, il y a des donations absolument ahurissantes qui ont été faites à ces musées, notamment en art moderne, les surréalistes, les parasurréalistes, les collections Man Ray, etc., sont d'une richesse. La collection Vera et Arturo Schwarz, le grand collectionneur juif italien, qui a été donné au musée de Tel Aviv, c'est une pièce, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, ces deux musées me plaisent pour ça, parce que c'est tout simplement les plus beaux du monde et qu'il n'y a pas à tortiller. Et puis, je dois vous dire que comme le militant en moi, même dans une affaire comme celle-là, qui est où je suis un peu en retrait par rapport à l'actualité politique, où je reprends mon souffle, où je recharge mes batteries métaphysiques, mais le militant en moi n'est jamais totalement en sommeil. Et dans cette époque où il y a tellement d'imbéciles qui mélangent tout, et qui pratiquent vis-à-vis d'Israël cette chose absolument scandaleuse qui s'appelle le boycott. Le boycott, il y a eu des manifestations à Paris, je ne vais pas revenir là-dessus, sous le parapluie du soi-disant BDS, avec des grandes figures qui ont parrainé tout ça. Moi, c'est une manière de dire que j'emmerde les boycotteurs. Voilà, emprunter aux deux musées d'Israël et leur emprunter beaucoup. Parce que c'est probablement, il y a 150 œuvres dans l'exposition et dans le livre. La plupart viennent d'un prêteur. Il y a 150 œuvres et 80 prêteurs. Donc par définition, chaque prêteur a prêté une œuvre. Sauf
les 2 musées d'Israël qui sont les plus gros prêteurs de mon exposition. Il doit y avoir 5 œuvres du musée de Tel Aviv, 6 ou 7 du musée de Jérusalem. Et ça, je vous dis un truc, on ne se refuse pas des petits plaisirs. Montrer aux connards qui pensent qu'il faudrait dresser un cordon sanitaire autour des grandes institutions culturelles israéliennes qui peuvent aller se faire voir, et que la Fondation MAG va... Dont malheureusement le plus récent est M. Stephen Hawkins, qui vient de refuser d'aller en Israël. Eh bien, c'est immonde, voilà. Eh bien, moi, je réponds à M. Stephen Hawkins en lui disant que parmi les plus grands musées du monde, il y a les 2 musées d'Israël, et que la Fondation MAG, inaugurée par Malraux il y a 49 ans, célébrée par Malraux il y a 40 ans, où sont passés les plus grands artistes du XXe siècle, qui est la maison de Picasso, de Braque et de Miro, eh bien, elle accueille à bras ouverts, à travers moi et Olivier Keplin et Adrien Mag, les artistes des 2 musées d'Israël et les conservateurs des 2 musées d'Israël qui seront là le soir du vernissage, le 28, et qui sont cités dans le livre que j'édite aujourd'hui chez Grasset. Alors c'est un choix personnel, mais qui est en même temps très, très inspiré pour le coup. On retient les libraires aveugles de Garouste, les chaussures d'Andy Warhol, les philosophes de Miro, les vacances de Hegel de Magritte, des tableaux de Rothko bien sûr, un portrait d'André Breton par Nadja, le philosophe Platon, dont vous dites, en dépit de vos réticences sur Platon, que Platon, c'est Moïse. Il est peint comme Moïse, oui, par Luca Giordano. C'est un tableau de Luca Giordano qui le dépeint comme Moïse. Oui, parce que ce livre, il raconte une guerre, un corps à corps, entre les artistes et les philosophes. Alors, dans une guerre, il n'y a pas seulement des offensives sabre au clair, il y a des ruses. Les artistes qui savent que Platon est leur ennemi juré, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de ruser avec lui, ils essaient de l'apprivoiser, ils essaient de montrer patte blanche. Et il y a des portraits de Platon tout à fait admirables, notamment celui-là, portrait de Platon en Moïse le sublime, fait par Luca Giordano. Mais ça c'est pour amadouer Platon. Et il a peut-être tort, d'ailleurs. Il y a aussi un tableau du café de Flore qui est très beau. Il y a tout le monde, d'ailleurs. Il ne manque qu'Alain Chouffan. Je ne sais pas s'il est là derrière la vitre. Mais il y a un peu tout le monde. Mais en même temps, c'est un très beau tableau parce que c'est... je rigole, mais on voit que c'est un lieu. Mais Alain Chouffan, qui est un homme merveilleux, qui est un de mes plus vieux amis, à mon avis, il n'était pas là le jour où Georg Immendorf a fait son café de Flore. Et hélas, mais en même temps, on voit que c'est un lieu social, que c'est un lieu de brassage, mais que c'est un lieu aussi de méditation et de pensée. Voilà. C'est une célébration du café. Et voilà, c'est un lieu de pensée, d'écriture et de réflexion. Et vous savez, ça aussi... les petits plaisirs qu'on ne se refuse pas. On dit tellement... Café de Flore, c'est devenu synonyme chez les cons, chez les populistes, de l'intellectualisme. Quand on veut dire du mal des intellectuels, on dit « le Café de Flore ». Le Café de Flore pense que les droits de l'hommisme du Café de Flore... J'ai tellement entendu ça. J'ai entendu tellement de présidents de la République, y compris me faire le coup du Café de Flore pour dauber sur les intellectuels. Eh ben voilà le Café de Flore. Et il apparaît justement comme un lieu métaphysique, comme un lieu où de la pensée s'élabore. C'est la meilleure réponse, ce tableau de Immendorf, à l'anti-intellectualisme ambiant, général, et qui revient au galop en ce moment. Pourquoi avez-vous décidé de mettre ce prophète? Initialement, d'ailleurs, c'était sans titre de Jean-Michel Basquiat en couverture. Il est assez surprenant. Il ressemble un peu, d'ailleurs, je vous l'ai dit en rentrant, il ressemble un peu à Jean-Paul Sartre quand on le regarde. Jean-Michel Basquiat, moi je connaissais très peu. J'ai regardé sur Google, j'ai vu que c'était quelqu'un qui est un artiste né comme Barack Obama de parents haïtiens. C'est un des plus grands artistes du XXe siècle, mort jeune, carrière foudroyée, carrière rimbaldienne, un peu comme Yves Klein, un peu moins, mais
Voilà, mais c'est un des plus immenses artistes. Il fait partie de ces artistes que les spéculateurs, là, en ce moment, achètent pour 50 millions de dollars pour mettre leurs œuvres dans des coffres à Singapour et pour les soustraire à l'amour et à l'admiration de l'humanité, hélas. Mais pourquoi ce tableau? Parce que c'est un prophète, parce que c'est un tableau juif, peint par un non-juif. Basquiat évidemment n'était pas juif, c'était un noir américain. C'est un tableau qui d'une certaine manière témoigne de l'époque qui a failli se finir et qui s'est peut-être renoué grâce à Barack Obama, mais pour combien de temps? Où la grande alliance entre juifs et noirs fonctionnait, à l'époque de la bataille pour les droits civiques, où ça marchait du même pas, où les juifs étaient les alliés des noirs dans la bataille pour leurs droits et où les noirs étaient les alliés des juifs dans la bataille contre l'antisémitisme. Ce tableau, il témoigne de ça. Ce prophète, parce que c'est un prophète juif. Vous avez dit aussi que c'était une vision de l'avenir. C'est une vision à la fois désespérée et pleine d'espérance, comme est le judaïsme selon moi. Pour moi, le point d'incandescence du judaïsme, c'est que c'est les deux. C'est à la fois une pensée qui fait qu'on ne se raconte pas d'histoire, qu'on ne se dort pas la pilule, qu'on ne fait pas bonne nuit les petits à l'humanité en disant tout va s'arranger, comme fait souvent la philosophie et la philosophie chrétienne. Le judaïsme est une pensée la pensée juive est une pensée de grande lucidité qui n'endort pas les gens, mais il y a cette espérance, ce messianisme, et ce tableau qui est en couverture, ce tableau de Basquiat, il dit les deux. Et ça me faisait plaisir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dimension juive est très présente dans ce livre, en particulier dans cette volonté de démentir le lieu commun sur le judaïsme ennemi de l'art. Ça, pour moi, c'est un point capital de ce livre. Eh bien, mettre un prophète juif en couverture, c'est une façon d'aller dans le même sens et d'enfoncer ce clou-là. Bernard-Henri Lévy, merci. Les aventures de la vérité, peinture et philosophie, un récit, c'est publié à la maison d'édition Grasset, Fondation Mag.